Voilà, nous recevons maintenant un médecin généraliste, le médecin généraliste, puisque vous êtes le président de MG France, le nouveau président depuis combien de temps vous êtes... 1 an et demi quand même. Un an et demi, c'est déjà. Oui. Et vous êtes médecin généraliste à IFS, tout près de Caen, hein, la Oui, banlieue. c'est ça, c'est l'agglomération. D'accord. Ouais. Vous êtes donc très engagé, un grand défenseur de la médecine générale. Jacques Battistoni, vous arrivez ici dans le temple de l'hôpital. Oui. Qu'est-ce qu'un médecin généraliste espère y trouver ? Il espère y trouver ce que nous on appelle les premières et deuxièmes lignes de soins, c'est-à-dire à la fois un hôpital de proximité qui nous permette d'hospitaliser nos patients quand on en a besoin, sans pour autant faire des ruptures par rapport à leur milieu de vie, et puis aussi évidemment l'excellence, la technique de pointe, toutes les choses qui aussi répondent aux situations d'urgence. Donc on a vraiment ces deux aspects, proximité et en même temps technicité. Et alors, pour vous, ça fonctionne, vous arrivez à vous insérer. Les médecins libéraux et souvent généralistes, à la fois, évidemment, sont proches de leur hôpital par nature. D'abord, ils ont été formés à l'hôpital. Mais enfin, il y a toujours des critiques sur la difficulté d'avoir des liens étroits entre la ville, l'hôpital, les équipes. Ouais, c'est un vrai enjeu de renforcer les liens entre ville et hôpital. Et ça s'améliore, ça se dégrade ? Ça reste très perfectible encore aujourd'hui. Entre la bonne volonté, l'envie de faire des acteurs et la réalité des choses, il y a des tas de choses qui ne vont pas. Par exemple, les courriers de sortie de l'hôpital restent encore désespérément longs. Les patients qui nous échappent au sens où ils ont été hospitalisés, on reçoit un premier courrier et après plus de nouvelles, ça arrive encore trop souvent. Les courriers qui arrivent au bout de 3 mois alors que le patient a eu d'autres épisodes de soins, c'est aussi trop fréquent. Oui, avec également des difficultés d'avoir des rendez-vous dans les hôpitaux ? Oui, tout à fait. Ce que nous avons surtout besoin, c'est pour les patients pour lesquels c'est urgent, avoir un rendez-vous rapide et notamment avoir une hospitalisation rapide. Pourtant, ça prend trop de temps encore. Jacques Battistoni, pourtant, avec cette loi Ma Santé 22 et toutes les mesures que Madame Buzyn vous a promises, annoncées, etc., des assistants, des aides, etc., ça devrait s'améliorer, non ? Ça devrait s'améliorer si on met les choses en place. Prenons un exemple. La CPTS, elle est à mon avis particulièrement utile parce qu'enfin, on va être un interlocuteur potentiellement puissant et reconnu par rapport à l'hôpital. Aujourd'hui, le directeur d'hôpital, s'il veut mettre en place quelque chose avec les professionnels de santé de ville, il n'a pas d'interlocuteur, en dehors de l'URPS qui est lointaine. Demain, si on a des CPTS, on pourra discuter, je dirais quasiment d'égal à égal. On aura une connaissance mutuelle et on aura quelqu'un pour nous représenter. Mais il y a déjà eu des tentatives quand même de création d'organisations régionales, URPS, etc. Oui, mais en fait, je crois qu'avec l'URPS, on est encore trop loin, d'autant plus que les régions ont beaucoup grossi. Quand on est à l'URPS Aquitaine, on ne peut pas s'occuper des problèmes de Périgueux, de Poitiers, tout ça qui font partie de la région. Toutes les structures régionales telles que nous les connaissons vont continuer à exercer, à exister, à exercer ? Oui. C'est pas trop de... C'est pas la même chose, je crois. Expliquez-moi, vous, d'abord, ce que va être une CPTS une pour CPTS, d'abord, c'est pluriprofessionnel. C'est ensuite les professionnels de santé libéraux et non pas toutes les institutions. Et donc ces professionnels de santé libéraux, aujourd'hui, ce sont des professions qui sont, éclatées, séparées les unes des autres. Donc elles vont prendre l'habitude de travailler ensemble et elles vont parler d'une même voix. Donc c'est ça qui va changer fondamentalement. Aujourd'hui, les URPS, ce sont des URPS par profession. Les CPTS, ce sont des organisations qui regroupent tout le monde. Dans l'ensemble des mesures, je cherche l'ensemble des mesures de la loi, il y en a quand même beaucoup. Je ne les connais pas toutes, voilà. J'ai vu les 10 mesures, je cherchais ma page sur les 10 mesures phares. Alors, il y a la 1, la 2, la 3, etc. Pour vous, est-ce qu'elles sont phares, ces mesures ? Alors, il y a les 1000 communautés professionnelles de territoire, ça monte en charge normalement, selon vous ? Alors, à la fois, il y a 2 choses. Les professionnels de santé qui ne connaissent pas, qui nous disent c'est quoi ce truc-là, je ne comprends pas, expliquez-moi ce que c'est. Et les gens qui connaissent un peu, qui ont envie de faire. Et donc on voit monter dans les territoires des initiatives, des projets de santé émanant des professionnels eux-mêmes. Mais aujourd'hui, la grande majorité des professionnels de santé ne se sont pas encore véritablement concernés. Pourquoi ? Parce que je pense que fondamentalement, la CPTS doit montrer qu'elle est au service des professionnels de santé. Si nous sommes capables d'expliquer aux médecins, mais aussi aux autres professionnels, que la CPTS, ça peut les aider, améliorer leurs conditions d'exercice de tous les jours, on aura gagné quelque chose et on les mettra en avant. Mais alors, la CPTS,
Elle aura quoi? Elle aura un secrétariat, il y aura une maison, il y aura des murs, comment ça va se faire? Elle aura probablement un petit local, pas forcément un très grand. Elle aura forcément un minimum de structuration pour avoir du secrétariat, pour avoir quelqu'un qui coordonne, pour avoir une forme de directeur qui va être en capacité de nous représenter, le cas échéant, dans des réunions pluristructures. Donc elle aura un minimum de moyens et nous avons demandé et obtenu qu'il y ait des moyens qui soient donnés au CPTS dans l'accord conventionnel qui reste à signer. Donc quand je suis directeur d'agence régionale de santé, je pourrais être sûr d'avoir des médecins libéraux qui assurent les urgences et la permanence des soins avant, après 20 heures. Alors, on a parlé de la structure, du minimum de structure. Vous le promettez, ça? Nécessaire. Après, on va parler des missions. Quand vous parlez de ça, d'abord, la PDSA ne fait pas partie stricto sensu des missions des CPTS, puisque la PDSA, elle est déjà organisée et elle est organisée au échelon départemental. Au niveau de la CPTS, on va s'occuper de l'accès aux soins, c'est vrai, fondamentalement, de l'accès à un médecin traitant, et de l'accès à une continuité des soins organisés. C'est-à-dire que la CPTS, quand elle va fonctionner, on va avoir besoin de moyens pour ça, elle va proposer un mode d'emploi à la population en leur disant voilà, vous habitez à tel endroit, vous avez une demande de soins, si votre médecin n'est pas disponible, si vous n'arrivez pas à le joindre, voici un numéro d'appel. Ce numéro d'appel, il a un nom pour nous, c'est le 116 117, on en a déjà entendu parler. Après, derrière tout ça, vous avez quelqu'un qui répond au téléphone et qui répartit les demandes de soins sur les professionnels. C'est un détail, mais à mon avis qui est important, vous savez, le diable est toujours dans les détails. Qui c'est qui va répondre au téléphone? Un permanencier. Hein? Un permanencier. Mais ce de permanencier, la CPTS? ouais, un salarié, très probablement. Dans le cadre il va crouler sous les appels de gens insatisfaits, non? Ouais. En même temps, aujourd'hui, la première tâche, ça d'abord que les cabinets continuent à répondre à la demande de tous les jours. Je ne pense pas, il est hors de question que ce professionnel réponde à toutes les demandes de soins de toute la population. Les demandes de soins doivent arriver d'abord au cabinet du professionnel. Ça n'est qu'en cas d'absence, en cas de vacances, en cas de problème, que ça ira sur ce permanencier. On a fait des estimations là-dessus. Comment on va être sûr qu'il ne dirige pas les malades vers tel ou tel cabinet aussi? Parce qu'il devra rendre des comptes à la CPTS et le conseil d'administration de la CPTS rendra des comptes également. D'accord. Alors, voilà. Hôpitaux de proximité, on y revient. Vous aviez dit en début d'entretien que c'était vraiment quelque chose d'important. Vous assurerez la gouvernance des médecins libéraux, voilà. La gouvernance c'est un des sujets qui reste en cours de discussion avec l'assurance, non pas avec l'assurance maladie, avec le ministère et avec la DGOS. Nous participons aux réunions de concertation. On a eu un petit mécontentement parce qu'en fait on est arrivé déjà, alors que le travail avait déjà été fait en partie avec la FHF, la FHP, tout ça, mais nous n'avions pas été conviés aux premières réunions. Je le dis parce que... Lamine Garbi le savait? Pas sûr. On va le lui redemander tout à l'heure. Pas sûr. En tout cas, c'était la volonté du ministère de nous mettre, puisque nous avions autre chose à faire. Vous vouliez dire qu'on ne vous laissait qu'un petit tabouret? Non, on disait qu'on allait nous associer dans une deuxième phase. D'accord. Il y avait une première phase stricto sensu hospitalière et une deuxième phase associant les professionnels de santé. Bon, ça va marcher, les 1000 les assistants médicaux, il y en aura combien? Je ne sais plus. Ouais. Ça va marcher, ça? L'ordre de grandeur, je ne sais pas si ça va marcher. Le problème, c'est que nous avons voulu des assistants. Nous avons négocié avec l'assurance maladie et l'assurance maladie a fait ce qu'elle fait d'habitude, c'est-à-dire qu'elle a mis des conditions d'éligibilité et des conditions, des contreparties qui sont assez compliquées à percevoir par les médecins. Toute la difficulté pour les professionnels, pour nous, ça va être de convaincre que ce système, il est acceptable, il est prenable, il n'est pas si compliqué que ça et que les engagements qui sont pris sont tenables. Or, vous connaissez le défaut de l'assurance, enfin nous connaissons en tout cas le défaut de l'assurance maladie qui consiste à mettre une panoplie d'indicateurs compliqués. Ils veulent bien vous mettre, si j'ai bien compris, des assistants, mais ils veulent que vous travailliez plus. Ouais, quelque part, ils veulent qu'on réponde à la demande de soins de la population, ce qui est un but louable. Mais ce faisant, ils ont mis des indicateurs qui nécessitent par exemple d'augmenter sa patientèle suivant le cas, et les cas sont tous différents, de 10%, de 15%, de 20%, alors que nous ne sommes pas en capacité de savoir s'il y a effectivement sur le secteur donné la possibilité d'avoir 10%, 15% ou 20% de patients médecins traitants supplémentaires. Ma dernière question, Jacques Battistoni, il y a une polémique sur faut-il une 4e année de médecine générale dans les études
de médecine? Alors, ma Votre réponse réponse. spontanée, on a dit, on veut l'équité en tout, entre toutes les spécialités médicales. Il n'y a aucune raison pour que la médecine générale soit la seule spécialité qui ne bénéficie pas d'une 4e année. Ce qui est bon pour les autres doit être bon pour nous. Après, je partage l'inquiétude des syndicats de jeunes médecins ou d'internes qui nous disent « Oui, mais attention, cette année doit être une année utile, une année professionnalisante. » Donc voilà, les garanties doivent être là-dessus, sur l'intérêt de faire une année supplémentaire. Alors que notre métier est en passe de devenir probablement un des plus intéressants, mais aussi les plus complexes des spécialités médicales, c'est certainement nécessaire. Bon, et puis on pourrait parler d'autres choses, notamment de formation continue. Vous reviendrez, Jacques Battistoni, on vous recevra. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à Jacques vous. Battistoni.